Ok. Merci Colas. Merci au comité d'organisation de m'avoir confié la délicate tâche de clôturer cette 22e édition du STIC. Et pour ça, j'ai choisi de parler de complexité. Alors, j'aurais pu l'aborder sous l'angle de mathématiques ou sur théorie de la calculabilité. Bon, j'espérais qu'il y ait plus de déception à ce moment-là quand même. Donc, voilà, merci. En fait, tout en restant dans même si je reste quand même dans les systèmes complexes, et même si ça aurait eu sa place, je m'étais dit que c'était pas la peine d'en arriver là. Donc, commençons. En prélude, je voulais commencer par une partie sur la safety, qui est quelque chose de très important en aéronautique, et puis, parce que ça commence par ça, parce que safety first. Donc ici, vous avez un graphe qui montre l'évolution du taux annuel d'accidents mortels par million de vols, qui va de 1961, je crois, à 2023. Et donc on voit que ça évolue dans le bon sens. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Et alors, il reste toujours des petits millièmes à grappiller, évidemment. Les travaux ne sont pas finis. Mais qu'est-ce qu'on a fait qui nous a permis de pouvoir diminuer ces chiffres pour faire de l'aviation un des moyens de transport les plus sûrs. Et pour ça, on peut s'intéresser aux différentes évolutions des avions et en particulier des différentes générations d'avions qu'on a fait, quelles sont les innovations qu'on a pu faire pour améliorer la sécurité. Donc ici, on a ce qu'on appelle la première génération d'avions, donc les premiers avions de ligne commerciaux à partir des années 50, illustrés ici par un cockpit de Caravelle. Et on voit effectivement de nombreuses jauges, des cadrans, et on les voit un petit peu moins, mais il y a les premiers systèmes de pilotage automatique. Ensuite sont apparus des avions qu'on appelle de la génération 2, où cette fois le pilotage automatique était un peu plus intégré. On avait aussi de la régulation de la poussée automatique, etc., qui a amené évidemment quelques progrès. En génération 3, on va avoir affaire à des cockpits un peu plus élaborés, avec ce qu'on appelle le glass cockpit, donc affichage, des planches de bord tout écran. On rajoute des systèmes de gestion de vol, donc ce qu'on appelle le FMS, des systèmes d'alerte et de reconnaissance du terrain qui préviennent quand on se rapproche un peu trop du sol, et illustré ici par un cockpit d'A300-600. Et enfin, la quatrième génération, qui est marquée par l'arrivée du fly-by-wire, qui permet, entre autres, une grosse innovation, qui est la protection de l'enveloppe de bord. C'est-à-dire que l'avion va être capable de limiter les mouvements des surfaces mobiles, comme les frapperons, les différentes surfaces qui vont contrôler l'avion, de manière à ce qu'il reste dans des paramètres qui sont compatibles avec un vol correct, donc en particulier pour éviter les décrochages. Et si on classe tous ces chiffres par génération d'avions, on voit qu'effectivement, toutes ces innovations, elles ont servi la safety. Pour vous rassurer, il est très improbable de voler dans les 2 premières générations d'avions aujourd'hui. Donc on reste dans le côté vert. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est que l'innovation a permis d'améliorer la safety. Le truc, c'est que l'innovation, elle a un prix, la complexité. Donc vous imaginez bien qu'un vieil avion avec un système de tringlerie pour faire bouger les ailerons, la gouverne, à partir d'un manche à balai complètement physique, c'est plus simple à comprendre qu'un système de fly-by-wire avec plusieurs ordinateurs de bord avioniques qui vont transformer des ordres, les envoyer à travers un bus, envoyer des ordres à des actionneurs qui vont pouvoir faire bouger les surfaces mobiles. Mais cette complexité, elle en vaut la peine, et on en a la preuve.
Voilà un petit peu mon introduction. Vous avez bien compris qu'il n'y a pas besoin d'être un constructeur d'avions pour être confronté à la complexité et à la nécessité, voire l'inéluctabilité de la complexité. C'est-à-dire que si on faisait que des programmes simples, on n'aurait même pas de compilateur ou d'interpréteur pour les faire tourner, ni même d'ordinateur pour les faire tourner. Donc cette complexité, elle est là, et il va falloir faire un petit peu avec. Donc dans cette deuxième partie, je voulais un petit peu définir la complexité telle que je l'entendais, et je voulais l'illustrer par un petit florilège de des exemples que j'aime bien. Alors comme je les aime bien et que j'étais né au premier stick, ça veut dire qu'il y en a certains, il m'est arrivé de déjà en parler, donc je m'excuse auprès de ceux qui les ont déjà vus, mais en même temps, il y en a d'autres qui étaient peut-être pas nés à ce moment-là, donc je me suis dit que ce serait que justice qu'ils les subissent également. Au niveau déjà de la définition, donc là j'ai choisi un système simple, donc un boulon composé d'un écrou et d'une vis. Voilà, donc on voit il y a peu de parties, c'est à peu près évident la façon dont ça fonctionne, même si on peut dire oui il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de types de vis, le pas de vis il peut être différent, etc. On a aussi des systèmes compliqués, comme ce réseau de tuyaux sur un bateau. Effectivement, c'est compliqué, il y a beaucoup de parties, mais à partir du comportement d'une partie, donc ici un tuyau, on peut comprendre à peu près comment fonctionne l'ensemble du système. Et enfin, on a les systèmes complexes, qui eux sont composés de nombreuses parties, et malgré la compréhension qu'on pourrait avoir des parties, il est difficile de prédire le comportement du système entier, et illustré ici par une très jolie murmuration d'oiseaux. Alors là, j'ai fait ces slides, et quand j'ai vu les exemples, je les avais choisis complètement au hasard, et je me suis rendu compte que, en fait, ça faisait longtemps qu'on avait ces exemples sous les yeux, parce qu'ils peuvent tous provenir d'économiseurs d'écran, et donc, en fait, c'était rigolo, je me disais, donc, les économiseurs d'écran avaient compris ça bien avant moi. Donc voilà un petit peu la définition de la complexité que je voudrais utiliser. Et du coup, comment faire face à la complexité ? Je vais rester un petit peu dans le génie logiciel. Quand on a un problème complexe, on le coupe en morceaux et on s'attelle aux petits morceaux. S'ils sont encore trop complexes, on les coupe. Et on se retrouve avec des petits problèmes plus simples qu'on va résoudre, et qu'on va cacher le problème avec une couche d'abstraction. Et c'est là que l'interface qu'on va devoir définir va servir pour masquer les petits niveaux de complexité, pour qu'à chaque niveau, la complexité soit suffisamment faible pour que nous, pauvres humains, on arrive à s'en sortir. Donc le fait d'ajouter ces niveaux d'abstraction, c'est un petit peu la solution. C'est un petit peu, on va dire, fondamental dans le génie logiciel, à tel point que ça a donné lieu à un théorème. Bon, c'est pas un vrai théorème, mais ça s'appelle comme ça. C'est le théorème fondamental du génie logiciel, et qui dit grosso modo que tout problème peut être résolu en introduisant un niveau supplémentaire d'indirection. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce théorème, il vient avec une petite astérisque, alors qui ne dit pas qu'il y a du gluten ou un truc comme ça. Elle dit que tous les problèmes, sauf un, celui d'avoir trop de niveaux d'indirection. Et donc effectivement, c'est là que ça va commencer à piquer un peu. Donc comme vous le savez, en particulier en sécurité, le diable se cache dans les détails, et justement, les couches d'abstraction, elles cachent les détails. Et ça va être une des causes des problèmes qui vont surgir à cause de la complexité. Et ça va se manifester souvent sous la forme de bugs. Alors pas forcément de papillons de nuit qui vont se coincer dans des relais, comme ça a été le cas sur un des premiers ordinateurs, mais sur des bugs qui peuvent être parfois très très bêtes, comme celui du script d'installation de Steam, où la variable d'environnement SteamRoot pouvait dans certains cas être vide, ce qui est un petit peu gênant pour la ligne d'après, et les pauvres personnes à qui c'est arrivé, elles n'ont pas trop apprécié. Elles n'ont peut-être pas perdu tout le système, mais en tout cas elles ont perdu tous leurs fichiers.
Ça arrive également pour les méchants, donc on a 2 cas intéressants de malware, de ransomware. Le premier, Linux Encoder 1, alors lui, il utilise rand pour dériver la clé AES et le vecteur d'initialisation. Il utilise le rotatage du système au moment de la création du fichier pour la graine. Donc c'est vraiment le cas d'école. Du coup, on peut récupérer la clé à partir de l'heure de création du fichier. On n'a pas besoin de payer la rançon, donc pour le coup, c'est un bug cool. Un autre cas moins cool, donc c'est cette fois pour PowerHome, le développeur a une idée de génie, il se dit pourquoi changer la clé à chaque fois, je vais utiliser la même pour tous les fichiers, pour tous les victimes. Du coup, j'ai pas besoin de la stocker, puisque c'est la même tout le temps. Du coup, le ransomware, il fait ce qu'on lui a dit de faire, c'est-à-dire qu'il ne va pas stocker la clé qu'il utilise à chaque fois. Sauf qu'il y avait un bug, c'est que en fait, la clé, elle était en fait aléatoire à cause de cette erreur. Du coup, on peut payer la rançon ou pas, c'est pas grave, personne n'a la clé. Voilà, donc là, c'est moins cool. Autre bug, donc là, c'était en 96, je pense que peu de gens étaient nés du coup. Le programme SmartChip, c'était le USS Yorkton qui a été utilisé comme bande essai. Et ils ont installé, alors rendez-vous bien compte, 27 Pentium Pro double cœur de 200 MHz. Je sais, ça fait un peu... c'est dur à y croire, mais ils l'ont fait. Et au bout d'un an, il y a un membre d'équipage, il rentre la valeur 0 dans le champ d'une base de données. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un 0 ? On peut faire plein de choses, mais en particulier, on peut diviser. Et c'est ce qui s'est passé avec cette valeur. Une division par 0, s'en est suivi une panne complète de tous les ordinateurs, qui a déclenché à son tour une panne complète du système de propulsion, qui fait que le bateau est resté à barboter pendant 3 heures. Donc c'était un bug un peu bête. Autre cas où on fait tout pour qu'il n'y ait pas de bug, mais il y en a quand même. Donc sur le Avenger Raptor, le premier vol d'Hawaï vers le Japon, tous les systèmes ont planté quand ça a franchi la longitude 180. Alors pour les nuls en géo, c'est au moment où ça bascule à la longitude moins 180. Et ça, cette discontinuité n'était pas prévue. Et du coup, ils ont dû tous rentrer en suivant leur ravitailleur, sans faire les fiers du coup. Un exemple très connu, c'était le Mars Climate Orbiter, qui est vraiment un cas d'école de on coupe un problème en deux, chacun le résout de son côté, mais justement, ce qui est super important quand on fait ça, comme je disais, c'est les interfaces, bien les spécifier, bien se mettre d'accord, et là, c'était pas le cas. Donc, une équipe qui utilise des unités impériales, c'est pas bien les unités impériales, une autre, les systémétriques, c'est les meilleurs, mais en attendant, vu que c'était pas les mêmes, ça n'a pas bien fonctionné, et comme vous le savez, la sonde s'est crashée sur Mars. J'ai encore un autre exemple sur RC4, un exemple que j'aime bien. Donc comme vous le savez, RC4, ça génère un flux de bits pseudo aléatoire qui dépend d'une clé secrète. On applique un XOR entre le flux de bits et le texte clair pour obtenir le chiffré. Et donc par construction, l'opération est involutive puisque chiffré revient à déchiffrer. Ici, on a l'implémentation. L'implémentation, elle est intéressante. J'aime bien RC4 parce que c'est un cipher qui est très simple. Donc ici, on peut voir qu'on commence avec un état qui a un tableau de 256 valeurs qui sont initialisées avec les valeurs de 0 à 255. Ensuite, on va avoir un petit mélange de cet état en effectuant des permutations de différentes cases du tableau. Tout ça un petit peu paramétré par la valeur de la clé. Donc une fois qu'on a effectué ce premier mélange, on va pouvoir continuer à dérouler l'état en mélangeant, et à chaque fois, vous voyez ici, on va extraire une valeur du tableau dépendant des indices IEJ et de l'état lui-même, et chaque valeur qu'on extrait du tableau, qui est donc un nombre entre 0 et 255, va constituer 8 bits du bitstream. Donc le bitstream provient directement de l'état RC4. Et là, je vais vous montrer une implémentation erronée. Est-ce que vous voyez l'erreur ? Bon, effectivement, elle est compliquée à voir, donc je ne vais pas patienter 10 minutes, je suis désolé. Je mets à côté l'implémentation de référence. Vous pouvez voir que ça se ressemble quand même pas mal. On initialise.
on fait le mélange en permutant des valeurs du tableau, et ensuite, ici, on va lire un octet de clair, extraire la valeur du bitstream, faire un XOR et écrire le chiffré. Là, on voit un petit peu comment c'est malin, parce que comme ciphertext et cleartext, ça commence par la même lettre, je peux utiliser la même variable. Ouais, c'est pratique. Alors, je voulais vous faire une démo de ce truc-là. Donc, j'ai deux programmes RC4 et RC4 BAD qui hardcodent la même clé. On peut voir que si je fais ça, RC4, tac, voilà, on voit que ça chiffre. On voit même que je peux déchiffrer. Alors, vous voyez, et alors là, si je vous montre la mauvaise implémentation, on voit qu'elle chiffre. On voit qu'elle déchiffre. Surprenant, hein. Et enfin, on peut même voir que les deux implémentations sont compatibles. Ça c'est plus surprenant. Et alors vous allez me dire, mais alors si elles sont compatibles, elles fonctionnent pareil, elles chiffrent et tout, c'est quoi le problème? Donc il faut aller chercher un peu plus loin. Donc là, je vais pousser un grand cri. Voilà. Donc, vous voyez, si je chiffre et je déchiffre, bon, maintenant on sait, hein, ça marche. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le chiffré. D'accord? Bon, il se passe exactement ce qu'on attend qu'il se passe. C'est chiffré, on ne voit rien. Maintenant, on va regarder ce qui se passe avec la mauvaise implémentation, comme ça. Eh bien, vous imaginez, vous faites votre implémentation, vous l'avez testée un petit peu sur des petits vecteurs, maintenant vous la testez en prod. Ce que vous envoyez en clair, ça part, et c'est redéchiffré, et vous le retrouvez de l'autre côté. Ça fonctionne. Mais si on regarde le texte chiffré, alors il faut que je fasse ça. Là, on est bon. Donc, ça a l'air chiffré, et là, vous devez m'arrêter quand vous voyez quelque chose qui ne va pas. Bon, je suppose que là, vous êtes en train de m'arrêter, mais... Voilà, donc si j'enlève ça, on va le voir assez rapidement. Le texte chiffré est plus chiffré. Alors, pourquoi? Voilà. En fait, tout le problème se situe, vous avez peut-être trouvé que c'était un peu louche, c'est la façon d'échanger les deux variables. Parce que comment on fait pour échanger deux variables normalement? On prend une variable temporaire, on met dans la première, etc. Enfin, ça, vous connaissez. Mais ça, c'est pour les stagiaires, on est d'accord. Quand on est un programmeur aguerri, on fait des trucs un peu plus... Enfin, qui en jettent un peu plus, quoi. Donc on essaie de frimer. On va utiliser des constructions comme ça, sans utiliser des variables temporaires. Donc comme ça, ou la même façon écrit différemment, ou comme ça, ou la même façon écrit différemment. Et ça, ce sont des trucs qui marchent. Ces idiomes fonctionnent. Mais là, c'est pas exactement ça qui se passe. Donc ça, c'est correct. Ça, c'est ce qui est utilisé dans le programme. Et ça marche, sauf quand i égale j. Parce que ici, on va référencer deux zones mémoire qui sont en fait la même. Et au lieu d'échanger une valeur avec elle-même, donc elle ne bouge pas, on va en fait la mettre à 0. Et ces échanges-là, ils se passent, si vous vous souvenez, dans l'état RC4. Donc petit à petit, les valeurs de l'état RC4 vont se remplir de 0. Et si vous vous souvenez, le bitstream RC4, il provient directement de ces états. Donc petit à petit, le bitstream va se dégrader en une séquence de 0. Et donc, par construction, au bout d'un moment, il n'y a plus de chiffrement. Donc c'est une dégradation catastrophique du cipher pour une erreur vraiment bête qui est très dure à voir en relecture. Quand on connaît un petit peu ce genre d'idiome, on ne fait pas attention. Donc voilà les quelques exemples de bugs que j'aimais bien, qui sont en général des conséquences de la complexité. Mais le programme en lui-même, c'est déjà une chose.
Il y a ensuite la complexité de l'évaluation de l'impact. Donc là, j'ai un autre exemple, c'était un vieux routeur que j'avais. Donc dans ce genre de routeur, il y a toujours une petite interface web avec toujours un petit onglet dans lequel on peut faire des diagnostics réseau, dans lequel on peut faire un ping qui va appeler le programme ping avec système, et dans lequel il y a toujours une bonne vieille injection shell. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, je mets 127.0.0.1, point virgule, ls slash, et ici on ne voit pas, mais j'ai le résultat de ping, et juste après j'ai le résultat du ls. Donc là, on est d'accord, j'exécute des commandes sur mon shell, donc je viens de router mon routeur. Donc je suis tout content, mais si je regarde sur une table un peu à côté, voilà ce que j'ai. En fait, il suffisait que je clique sur Access SSH, je mets même ma clé d'authentification, j'avais déjà un shell sur mon routeur. Donc en fait, mon élévation de privilège, en fait, elle m'a élevé là où j'étais déjà, en fait. Du coup, ici, mon impact n'est pas terrible. Autre cas, WHOIS. Donc ça, c'est un vieux CVE, cas d'école des débordements de tampons. On met encore un grand cri en paramètres. Segmentation fault, la correction remplacer un sprintf par un snprintf. On ne peut pas faire plus basique. Et au début, quand cette vulne a été publiée, on a pu lire WHOIS, c'est un programme non privilégié, on lance depuis le shell, il n'est pas SUID. Bon, en gros, j'élève mes privilèges à là où je suis déjà, en fait. Alors, du coup, ça s'est un peu calmé. Et puis, on a réfléchi un peu plus. Et en fait, on s'est rendu compte que WHOIS était souvent utilisé à l'époque, il y en avait beaucoup, on appelait les Looking Glass, des petits sites web qui permettaient de faire des requêtes, des traces routes ou des requêtes au service WHOIS en utilisant WHOIS à travers un script CGI. Du coup, en fait, on pouvait accéder à WHOIS à travers un serveur web. Du coup, en fait, on élève nos privilèges depuis client web anonyme vers exécution commande. Donc, en fait, ça devient une RCE. Donc là, c'est complètement l'inverse. On ne voit pas l'impact et en fait, il y en a un. Alors là, c'était encore un cas simple, mais on a des cas plus complexes. J'aime bien la vulne shell shock. Donc en fait, comme vous le savez, les variables d'environnement se transmettent de père en fils et Bash en particulier va pouvoir permettre de gérer les variables d'environnement et va marquer certaines pour exportation, mais il peut aussi exporter des fonctions si jamais un de ses fils est un Bash. Et pour exporter une fonction, en fait, il va placer sa définition dans une variable d'environnement du nom de la fonction et son contenu va commencer par parenthèse, fermer la parenthèse, ouvrez la collade, la définition de la fonction, fermer la collade. Et il va transmettre tout ça dans l'environnement à son fils. Et le fils Bash, quand il récupère ça, qui voit des variables d'environnement qui commencent par parenthèse, fermer la parenthèse, la collade, il se dit tiens, c'est une fonction. Et il va évaluer le contenu de cette variable pour que la fonction soit définie avec le nom de la variable. Et bon, déjà, ça sentait pas bon d'utiliser le même médium pour transmettre des trucs qui étaient un peu plus chauds quand même. Mais en plus, il y avait un bug, puisque à la fin de la définition de la fonction, le fils bash continue à évaluer les instructions. Du coup, quand on fait, donc comme avec cet exemple, une variable qui fait parenthèse, parenthèse, une fonction qui est fait un point virgule écho coucou, et qu'on exécute un bash, eh ben, il va prendre ça pour une fonction, exécuter définir la fonction, exécuter ce qui reste, donc il va exécuter coucou. Alors, le problème qu'on a eu avec quand on a des bugs dans des programmes aussi omniprésents que Bash sur un système, ça a été pour évaluer l'impact. Le premier auquel on a pensé, c'est encore les scripts CGI, puisque, comme vous le savez, de nombreux paramètres sont passés au script CGI via variables d'environnement, et certaines de ces variables sont contrôlables par un attaquant, à commencer par le référeur. Donc il suffisait de mettre ce truc-là dans un référeur, et puis tous les scripts CGI derrière allaient faire un écho coucou. Mais ce n'était pas tout. On a vu aussi des impacts sur OpenSSH, où un attaquant pouvait contrôler le contenu de la variable d'environnement SSH original command, et ainsi contourner les limites mises en place par des directives comme force command. Mais c'est pas tout. Alors on parlait de DHCP il n'y a pas très longtemps, mais là c'était encore pire sur le client qui va exécuter des scripts bash en passant directement en variable d'environnement des options qui sont
prises directement depuis le paquet DHCP émis depuis le serveur ou un attaquant qui spoofe le serveur. Du coup, n'importe qui se branche tranquillement sur le réseau et se retrouve piraté via ce médium. Et il y en a probablement énormément d'autres, à cause de, comme je disais, l'omniprésence de Bash, et on ne se rend même plus compte de où est-ce qu'il est utilisé ou pas. Autre énorme problème cryptographique cette fois, c'était l'énorme désastre cryptographique de Debian OpenSSL, où un mainteneur Debian a supprimé 2-3 petites lignes qui n'avaient pas l'air très utiles dans OpenSSL, mais qui en fait l'étaient un petit peu, et qui ont eu pour résultat de limiter l'entropie de la génération de l'aléa à 15 bits, ce qui est complètement ridicule pour de l'aléa cryptographique. L'impact, immédiat, on a vu génération de certificats, SSL TLS X509, tout ça, évidemment, on s'est retrouvé avec l'ensemble des certificats générés avec des clés publiques et privées, il n'y en avait que 65 000 différentes, donc on ne peut même plus appeler ça du brute force. Mais aussi sur les clés DOT et d'utilisateurs, c'était aussi un peu aussi évident. Un peu moins évident sur les relais Tor, ça a posé problème. Encore moins évident tout de suite, mais surtout pénible parce qu'on ne pouvait plus rien y faire. Les clés de session Diffie-Hellman pouvaient être récupérées, ça casse la Perfect Forward Secrecy. Et là, on n'a pas besoin d'attendre un ordinateur quantique. Voilà, c'est cassé. Et puis, toutes les communications passées qui ont été enregistrées par des attaquants, c'est fini, on ne peut pas patcher dans le passé. Et puis, c'est contagieux, puisque, par exemple, des clés DSA qui auraient pu être correctement générées, en fait, si jamais on les utilise avec un générateur d'aléas foireux, elles sont compromises. Du coup, si on avait des clés correctes qu'on a utilisées pendant une période avec un OpenSSL foireux, elles aussi, il faut les mettre à la benne et régénérer des secrets. Donc là encore, on voit des impacts qui peuvent être parfois très 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 complexes à évaluer. Et enfin, ce n'est pas tout de se concentrer sur la complexité du programme, la complexité de l'impact. Parfois, il faut aussi tenir compte de tout l'environnement qui va avec, parce qu'il va influer sur le programme. Alors la plus évidente, c'est ce que j'appelle SBOM Boom, c'est l'explosion de la Software Bill of Material. La Software Bill of Material, c'est la liste de toutes les dépendances logicielles qu'on peut avoir pour constituer un produit. On a de nombreuses dépendances cachées. Le meilleur exemple, ça a été la prise quand les gens s'en sont rendus compte, ça a été la prise de conscience lors de ce qu'on appelle le left pad incident, quand un développeur de quelques bibliothèques assez peu connues finalement a un petit peu rage quit l'écosystème NPM en dépubliant ces bibliothèques, et en particulier la bibliothèque LeftPad, qui devait avoir 10 étoiles sur le site. Donc voilà, le module LeftPad, il fait 11 lignes, il sert à padder sur la gauche des chaînes de caractères. Et en fait, par dépendance interposée, c'était une des pierres, une des parties qui servait à de nombreux, beaucoup plus gros et importants projets de l'écosystème NPM qui a été bien déstabilisé pendant cette période, et il a fallu republier ce package pour récupérer ça. Et donc c'est magnifiquement illustré par ce dessin d'XKCD que j'ai vu plusieurs fois pendant cette édition du STIC, ce qui prouve à quel point il vise juste. Un autre exemple, c'est sur la justesse du code et les compromis ou les décisions qu'on doit pouvoir prendre. Donc j'ai par exemple ce programme qui va choisir un entier au hasard de 160 bits et qui va l'inverser. Donc comme on a vu, il y a quand même un risque d'avoir un bateau qui ne puisse plus bouger si on fait ça comme ça. Donc effectivement, le programme n'est pas correct, il y a une division par 0 possible. Donc un programme qui serait plus correct, ce serait quelque chose comme ça, qui va, si jamais on arrive à choisir 0, on fait un autre choix. Mais est-ce que c'est vraiment le code le plus robuste ? Donc vous allez peut-être voir où je veux en venir. Ici, on a un code machine qui est d'environ 60 octets, soit 480 bits. Ici, on a environ 544 bits de code machine.
Et là, je vais utiliser un papier qui s'appelle DRAM Error in the Wild, qui a étudié toutes les erreurs de DRAM sur les data centers de Google. Donc c'est quand même une étude assez large et qui donnait entre 25 000 et 70 000 erreurs par million d'heures et par mégabit. Donc en utilisant des calculs très compliqués à base de règles de 3, je suis arrivé au fait qu'il y avait à peu près 5 fois 10 puissance moins 11 erreurs par bit et par heure. Et donc pour le programme 1, si je suppose que je l'exécute une fois par heure, je vais avoir 480 bits fois 5 fois 10 puissance moins 11, plus une chance sur 2 puissance 160 de faire une division par 0, ce qui m'amène à 2,4 fois 10 puissance 8 erreurs par heure. Le deuxième programme, lui, il n'aura pas d'erreur de division par 0, mais je vais me retrouver avec 272 10 puissance moins 8 erreurs par heure. Donc ce qu'on voit tout de suite ici, c'est que les chances de diviser par 0 sont complètement négligeables par rapport au risque d'avoir une erreur matérielle. Et que cette erreur matérielle dépend un petit peu de la taille de notre programme. Et du coup, le programme numéro 2, qui est techniquement correct, va échouer 13% plus souvent que le programme numéro 1. Alors, bon, évidemment, c'est un peu simpliste cette vue-là, mais c'était juste pour essayer d'illustrer le fait que c'est pas si simple. Voilà, c'était le but de la conférence, c'est complexe. Il y a parfois des choses auxquelles on ne pense pas quand on est focalisé. Vous savez, on découpe les programmes en petits problèmes, et quand on regarde le problème de tout en bas, parfois, il est influencé par des trucs qui se passent tout en haut, et c'est dur de les avoir toujours en tête. Un autre exemple où on construit des petits trucs simples qui deviennent des trucs compliqués, évidemment, c'est l'IA. Donc, on parle d'un truc qui est très très simple, un neurone. A priori, c'est assez simple. Et à partir de là, on construit des réseaux de neurones, donc typiquement avec le deep learning, qui vont être tellement énormes que là aussi, on obtient exactement la définition d'un système complexe. On connaît le comportement des parties, mais il est très dur de prédire le comportement de l'ensemble. Et même là, on ne peut pas s'arrêter là, parce que là, c'est des réseaux de neurones, on va dire, purs. Mais maintenant, avec tout ce qui est LLM, transformers, etc., si on regarde le modèle d'un transformer, en fait, la partie pure des réseaux de neurones, c'est juste les petites cases bleues. Il y a encore énormément de choses à côté pour que ça ait les résultats escomptés. Donc on se retrouve avec des systèmes extrêmement complexes. Et ça amène de nombreuses questions qui n'ont pas forcément de réponse. Alors typiquement, dans le cas des IA qu'on va prendre sur étagère, comment est-ce qu'on va faire pour auditer les modèles tiers? Est-ce qu'ils vont avoir des backdoors, des biais qu'on ne va pas pouvoir détecter, etc. Un autre problème, comment protéger notre propriété intellectuelle dans le cas où on fait du fine-tuning sur un modèle et qu'on le propose à l'extérieur, ou dans le cas où on fait des produits à partir des résultats d'un modèle qu'on a acheté, mais que la propriété intellectuelle d'autres personnes a été intégrée à ce modèle sans qu'on le sache, auquel cas on violerait de manière non intentionnelle la propriété intellectuelle d'une tierce partie. Et même si on n'a pas fait exprès, on est quand même un peu responsable. Autre cas, quand on construit notre IA, et en particulier dans le cas de l'IA embarquée, question encore compliquée, comment est-ce qu'on va pouvoir certifier? Certifier, c'est important dans le milieu aéronautique. Comment est-ce qu'on va pouvoir certifier un modèle d'IA complexe? Comment est-ce qu'on va pouvoir prouver aussi sa stabilité? Comment est-ce qu'on peut être sûr, par exemple dans le cas de computer vision, qu'une goutte d'eau sur l'objectif ne va pas transformer une chaise en banane dans le résultat final, comme on a pu voir où il suffit de rajouter un bout de scotch sur un panneau et ça change complètement son sens. Et toujours sur les large language models, on se focalise en ce moment beaucoup sur les LLM, sur la façon dont on les fait, sur leur sécurité. Mais ces LLM, pour qu'ils fonctionnent, on a quand même besoin de tout un harnais autour. Ça commence par les agents d'automation. Ensuite, il faut aussi s'intéresser au training data, au fine-tuning. Il faut regarder encore plus loin avec tout ce qui va faire l'application LLM, en particulier en amont les services de front-end, et en aval le back-end et les plugins qu'on va mettre quand on veut que le LLM ait accès à des données propriétaires dans des bases de données que je vais mettre ici.
ou même parfois qu'il soit capable d'exécuter du code qu'il aurait pu générer lui-même. Et là, bon, bah, vous avez vu, j'ai fait un zoom out sur ce qui est le diagramme OWASP Top 10. Et ce qui est intéressant, premièrement, de voir, c'est que beaucoup des attaques se passent en fait sur la partie harnais et moins sur le LLM lui-même. Donc, et on voit effectivement, la plupart du temps, dans les cas d'attaque, enfin, j'ai trouvé que c'était souvent, en fait, on avait tapé sur des trucs qui sont de la cyber pure, dont on a l'habitude de faire depuis des années, et moins sur le LLM lui-même. Cependant, et un des gros problèmes, à mon avis, qui sont de sécurité sur les LLM, c'est qu'ils marchent beaucoup trop bien par rapport à ce qui ne marche pas si très bien que ça. Vous avez bien compris ? On se rend compte qu'ils marchent tellement bien qu'on va leur donner beaucoup trop de pouvoir. On va leur donner l'autorisation full access à une base de données, à une liste de tickets. On va même leur donner la possibilité d'exécuter du code qu'ils auront généré. Et il n'y a rien pour les contrôler autre que des instructions qu'on leur a données en amont. Et ces instructions, comment est-ce qu'on les donne en amont ? On les donne via le prompt, via le même prompt qu'on va mettre à disposition ensuite des utilisateurs. Et ça, si c'est le cas d'école, de toutes les failles d'injection qu'on a eues, qu'on connaît depuis des années et des années, SQL injection, shell injection, etc. À chaque fois qu'on utilise un médium qui est le même pour l'information et la commande, on a ce type de faille. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et maintenant, je vais passer encore à autre chose sur les couches d'abstraction sur lesquelles on se repose et auxquelles on ne fait pas forcément attention. Alors ça, c'est connu que les flottants, c'est traître. Donc, je montrais cette petite boucle qui va de 0 à 1 par incrément de 0,1. Donc, combien de fois elle va se dérouler ? 10 fois ? 11 fois ? Vous avez un avis ? Donc, c'est une boucle évidemment infinie, hein, puisque ça va commencer comme ça, tranquillement. Et puis là, on voit déjà que ça ne va pas bien marcher. Hein. Et là, quand on arrive à la condition d'arrêt qui devait être qu'on arrive avec quelque chose, que ça continue tant que c'est différent de 1, donc on attend le 1 avec impatience, et on ne l'a pas. Donc ça continue jusqu'à l'infini. Alors on se dit normalement, bon, c'est normal, 0,1, ça n'a pas de représentation binaire exacte, on le voit tout de suite d'ailleurs, ça va être un petit peu ça, donc il y a un petit epsilon de différence. Et du coup, quand on le rajoute, l'epsilon se cumule, donc on le rajoute 2 fois, 3 fois, donc l'erreur, 3 epsilon, 4 epsilon, n fois epsilon. Donc c'est ce à quoi on pourrait s'attendre. On pourrait se dire, on pourrait peut-être compenser, un peu comme on fait avec les années bissextiles, de temps en temps, on rajoute un petit truc. Et en fait, non, c'est pas aussi simple que ça, parce que cette erreur, elle n'est pas constante. Alors j'ai fait ce petit programme pour vous l'illustrer. Donc ici, première ligne, je crée un tableau de flotte de 0 à 100. Ok ? Ensuite, ces flottes, je les divise par 5, donc en fait, ils vont plus que de 0 à 20 avec des virgules, et je mets 2 à la puissance de ces trucs-là. Donc en fait, je fais une progression exponentielle, c'est juste histoire d'explorer un grand domaine avec pas trop de nombres. Donc ça va de 1 à 2 puissance 20 de manière exponentielle. C'est juste pour avoir des nombres sur lesquels travailler. Et alors là, je fais ça, je prends mes nombres, je rajoute 0,1, j'enlève 2 nombres, j'enlève 0,1. Donc on est d'accord que le résultat est censé être 0. On est aussi d'accord que c'est des flottes, donc ça ne va pas être tout à fait 0. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder ça. Donc là, je vais les plotter sur une échelle logarithmique, et voilà le résultat. Donc ça veut dire que l'erreur, en valeur absolue, elle va croître de manière exponentielle, mais elle va être un petit peu trop, puis un petit peu pas assez, puis un petit peu trop. Donc en fait, c'est impossible d'avoir un cas général de prédire ce genre d'erreur, et ce n'est pas forcément le comportement intuitif. Ce qui veut dire que c'est parce que, en fait, on a une abstraction qui va utiliser une abstraction, qui va utiliser une autre abstraction, et petit à petit, il y a des effets de bord qui vont remonter, et si on ne connaît pas bien nos interfaces, on va être surpris. Et de là résultent les bugs. Et je continue encore un peu sur les flottants pour illustrer ça exactement. Donc ça, on a un des cas assez célèbres d'équipements embarqués qui font le tracking du temps par incrément de 0,1 seconde. Donc ils rajoutent, et on voit que très rapidement, par exemple, donc je prends un jour en seconde,
Je commence à 0, je simule le passage du temps, donc je fais 10 fois le nombre de secondes dans un jour, et je rajoute des 0,1. Donc on est censé arriver au nombre de secondes dans un jour. Donc évidemment, on a un petit décalage, comme je disais, qui est de 745 secondes au bout de 24 heures, ce qui est beaucoup quand même. Et si je continue, je refais la même chose pour le deuxième jour, je continue de rajouter, et là mon décalage il est négatif. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est difficile on va dire à intuiter. En tout cas, si on ne connaît pas bien ce qu'il y a dans les abstractions. D'où l'idée, encore une fois, que les démons sont cachés dans les détails, qu'il faut, en particulier dans notre métier, avoir la nécessité d'ouvrir toutes les boîtes jusqu'en bas. Je continue sur les attaques matérielles, donc il y en a du Tempest, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça reste connu. Nous on travaille sur le programme, pourtant on peut faire des trucs parfaitement corrects et on va se faire attaquer par le matériel sur lequel tourne notre programme. Donc les Rowhammer par exemple, toutes les attaques CPU, Ghostra, Spectre, etc. Les perturbations dans l'alimentation, donc tout ce qui est glitching, impulsion OM, etc. Et là, on parlait jusqu'à présent d'informatique classique, mais on va se poser la question aussi de l'informatique quantique. Donc, je vous disais, c'est important de connaître toutes les abstractions dans notre métier pour arriver à comprendre certains phénomènes complexes qui peuvent créer des bugs. Et donc là, je vous incite aussi à comprendre l'informatique quantique, si je veux être cohérent, et en particulier ce qu'il y a sous-jacent, c'est-à-dire la mécanique quantique. Et là, c'est là qu'on a un problème parce que on a quelques citations qui nous préviennent que ça ne va pas être si simple que ça. Donc on va voir, c'est un peu comme toutes les phases du deuil. Donc là, on va commencer par une espèce de déni, etc. On peut aller jusqu'à de la confusion et ça va finir sur du regret, évidemment. Donc c'est très encourageant quant à le fait qu'on va être capable de comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc il faut quand même y aller. Mais il y a quand même des questions. Donc bien évidemment, un ordinateur quantique, ça n'a rien à voir avec un ordinateur classique. Je ne pense pas qu'on voit un jour des buffer overflow sur ordinateur quantique. Mais il y a quand même des problèmes de sécurité qui peuvent arriver, des questions qu'on peut se poser, qui ne sont pas forcément faciles à répondre. Peut-être qu'elles sont complètement bêtes, mais peut-être parce que je n'ai pas compris. Mais en même temps, Feynman, il n'avait pas compris non plus. Hein. Donc, comme il est très probable qu'on n'ait pas d'ordinateur quantique sur notre bureau avant bien longtemps, ce sera plutôt des modèles de type cloud. Donc, on va partager un ordinateur avec quelqu'un d'autre. Est-ce que le prochain utilisateur va être capable de récupérer des informations sur mes calculs ? Ou est-ce que le précédent va être capable d'influencer mes calculs ? Je trouve que ce sont des questions légitimes. Et on a aussi des attaques déjà qui existent. Par exemple, une attaque par canaux auxiliaires. Donc si on regarde un petit peu comment fonctionne un ordinateur quantique, on va commencer par faire un programme ici qui va un petit peu définir ce qu'on appelle les différents gates, qui vont être les opérations qu'on va appliquer sur nos qubits, de manière logique. Donc ça se représente sous forme d'un gate level circuit qui explique, là on va faire un gate à Hadamard, là on va avoir un espèce de note, donc une rotation Cx sur X. Ensuite on va avoir une transpilation qui va adapter notre gate level circuit à l'architecture et à la topologie de l'ordinateur quantique cible. Ensuite, ce circuit, il va être transformé en un pulse level circuit, c'est-à-dire toutes les impulsions qu'on va devoir préparer pour envoyer à l'ordinateur quantique. Donc c'est lui qui va... il y a plein de façons de faire fonctionner un ordinateur quantique, mais dans certains cas, quand on va avoir, par exemple, quand on va vouloir intriquer 2 qubits, on va créer 2 photons intriqués qu'on va envoyer chacun sur un des qubits de manière très respectueuse pour que les 2 qubits deviennent intriqués. Et tout ce qu'on va envoyer comme photon pour manipuler ça va être représenté par ce circuit d'impulsion.
Et à la fin, on va faire nos mesures qui vont donner des valeurs statistiques, parce qu'on va devoir faire le calcul plusieurs fois, et on va donner les statistiques de nos qubits, c'est-à-dire combien de fois ça s'est effondré sur 0, combien de fois ça s'est effondré sur 1. Et statistiquement, on peut en déduire une partie de la valeur du qubit, et ce qui nous donne le résultat de nos calculs. Donc voilà comment ça fonctionne, et voilà à quoi ressemblerait l'attaque. Donc on aurait nos utilisateurs cloud, un serveur de job management, bon assez classique, et là notre ordinateur qui va préparer les impulsions et les envoyer à notre ordinateur quantique. Et là, ce que montre ce papier, qui est très intéressant, c'est que si on mesure la puissance utilisée par l'ordinateur, donc une attaque assez classique finalement, on va être capable de récupérer les trains d'impulsion et à partir de là, d'en déduire le circuit transpilé et donc le circuit de base. Donc ici, on va récupérer quels ont été les calculs qui ont été effectivement effectués sur l'ordinateur quantique. Donc vous voyez que malgré la complète différence de ce qu'est un ordinateur quantique, on peut retrouver quand même des attaques avec lesquelles on avait plus l'habitude de jouer en informatique classique. Donc voilà un petit peu ce qui conclut cette espèce de florilège de petits exemples que j'aimais bien pour illustrer la complexité. Et maintenant, je vais essayer de conclure sur un petit peu comment, quelques idées qu'on peut avoir pour arriver à bien vivre la complexité ambiante. Bon, la première, c'est d'éviter les bugs. Alors, comme j'ai dit, la complexité, elle est inéluctable, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument qu'il y en ait à tout prix. Hein. Donc, tout ce qu'on peut éviter, rendre les choses les plus simples possibles, il faut le faire. Bon, je ne vous apprends rien, KISS. Côté IA, toutes les initiatives d'IA frugale sont aussi très intéressantes, parce qu'elles permettraient peut-être de se passer de toute la complexité qui va avec, par exemple, une certification d'une IA profonde. Là aussi, c'est des grands classiques, ingénierie logicielle, hein, théorème fondamental du génie logiciel, tout ça, on déroule tout ça. Hein. Les règles de codage, les certifications logicielles, les tests de qualité, les sécurités automatisées ajoutées au DevOps, je ne peux pas dire SecDevOps, utilisation de meilleurs langages, Rust, s'il y a des fans encore, non. Alors j'ai mis une petite note aussi, un truc qui est intéressant, c'est que la Maison Blanche avait sorti aussi un papier qui disait qu'il fallait faire un peu plus de langage, un peu memory safe, comme Rust. Alors je sais, j'aurais pu dire l'ANSI aussi, parce qu'eux aussi ils en ont fait, mais l'ANSI on s'attend à ce qu'ils sortent de ce genre de papier, et la Maison Blanche c'était un peu surprenant, donc je le note. Les méthodes formelles, même papier d'ailleurs. Donc tout ça c'est des choses intéressantes à voir. Je fais un petit zoom sur les méthodes formelles et en particulier sur l'interprétation abstraite qui a été formalisée à la fin des 1910 et qui permet de prouver l'absence de certaines classes de bugs comme par exemple prouver l'absence de runtime error. Il y a eu un premier succès industriel avec l'École normale supérieure et Airbus qui a donné lieu au développement d'un logiciel qui s'appelle Astray et qui est un logiciel spécialisé pour les programmes avioniques asynchrones et safety critical. Exemple, fly-by-wire. Donc vous voyez, on repense, c'est une épanadiplose, on repasse au truc du début. Donc c'est l'introduction du fly-by-wire. Comment est-ce qu'on a géré cette complexité qui était nécessaire pour faire les innovations dont on avait besoin? C'est un exemple. Il y a 2 N à neurones, c'est bizarre. Donc les travaux utilisés sur les réseaux de neurones aussi. Il y a des travaux, dans les liens, vous trouvez aussi qu'il y a des travaux d'utilisation de l'interprétation abstraite pour essayer de montrer la stabilité de réseaux de neurones. Donc là aussi, ça peut être une réponse à la complexité des réseaux de neurones. Pour vous montrer une grossière intuition de ce qu'est l'interprétation abstraite, supposons qu'on a les trajectoires du programme, c'est-à-dire les différentes valeurs d'une variable, et supposons que en rouge, on a les états interdits. Ce qu'il faut arriver à prouver, c'est qu'aucune valeur ne tape dans l'état rouge.
ce qui est assez complexe si on regarde le schéma de cette manière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une surapproximation de toutes les valeurs possibles. Et si cette surapproximation est correcte, ou on dit sound, eh bien, on n'aura plus qu'à calculer est-ce qu'il y a une intersection entre ma partie bleu-violet avec ma partie rouge. S'il n'y a pas d'intersection, alors on a prouvé qu'aucune des valeurs possibles du programme n'allait prendre un état interdit. Donc on a prouvé l'absence de la classe de bug qu'on recherche. En revanche, si y a une valeur qui fait ça, lorsqu'on fera notre surapproximation, on aura forcément une intersection entre notre surapproximation et les états interdits. Et là, on a un vrai positif. Mais il se peut aussi que notre surapproximation approxime un petit peu trop. Du coup, on va avoir aussi des faux positifs. Donc voilà une très grossière intuition de l'interprétation abstraite. Il y a énormément de choses en plus. Mais bon, il faut bien un petit début. Autre truc, le bug hunting, donc que ça commence par les vieux grep ou plus modernes, AST-grep, GridQL, SEMgrep, tous les trucs basés sur Tree-Sitter, comme on parlait tout à l'heure dans PowerShell. Chacun va avoir, je rappelle aussi la boîte à outils d'évaluation qu'on a à Airbus, qui est disponible sur le GitHub. Donc il y a de nombreux outils pour chasser les bugs. Et une fois qu'on a essayé de ne pas les avoir, de les chasser, on sait que de toute façon, il en reste. Donc il faut arriver à vivre avec. Pour ça, on a toujours les techniques de durcissement. Donc je vais aller très vite, puisque ça aussi vous connaissez. Que ce soit moindre privilège, les programmes comme SE Linux, Pax, GRSec, AppArmor. Les sandbox, c'est de plus en plus utilisé et c'est assez efficace. Au niveau architectural, défense en profondeur, architecture zero trust, etc. Donc, bon, il y a tout ça, on a beaucoup de choses à faire. Des trucs plus intéressants, donc le Chaos Monkey. Donc, dans le cloud, personne ne vous entend crier, mais je pense que ce n'est pas la bonne franchise, puisque je parlais de la guerre des mondes. Donc, c'est dans le cloud, les architectures résilientes, elles devraient pouvoir supporter le crash d'une machine. Et comment faire en sorte qu'on soit toujours certain qu'on y arrive? En fait, Netflix a une solution. Ils ont développé un programme qui s'appelle le Chaos Monkey, et dont le rôle est de terminer aléatoirement des instances, pendant les heures de bureau quand même, mais quand même. Ce qui fait que l'infrastructure était soumise en permanence au stress d'avoir des instances qui s'arrêtent. Et donc ça veut dire que les mécanismes de résilience étaient tout le temps en train d'être utilisés. Et d'où leur citation, Best defense against major unexpected failure is to fail often. Je ne dévoile pas pourquoi j'ai mis le titre La guerre des mondes, parce que ce sera un spoiler pour nos jeunes participants qui ne l'auraient peut-être pas encore lu. Voilà. Un autre truc que j'aime bien, c'est les superviseurs, et je trouve que ce n'est pas assez utilisé. C'est de faire un programme simple qui surveille la correction d'un programme complexe. Donc un des exemples les plus connus, c'est les watchdogs, mais ça peut être des trucs plus subtils, comme remplacer les réponses incorrectes, quand il est facile de tester la correction d'une réponse, par des réponses correctes, mais qui sont suboptimales. Ou encore recevoir plusieurs résultats et voter pour ce qui semble être le plus correct. Donc j'illustre ça, par exemple, avec un algorithme de compression de données. Supposons qu'on a un algorithme très complexe, à base de murmuration d'oiseaux, qui peut faire des erreurs. On a des données entrées, on les compresse, on a des données compressées en sortie. Mais plutôt que de les donner directement en sortie, on va les décompresser, en supposant que la décompression soit quelque chose de simple, à base de boulons. Une fois qu'on a ces données décompressées, on va les comparer avec les données d'entrée. On est censé trouver la même chose. Et donc, à partir de là, on va décider si c'est effectivement la même chose, on va pouvoir sortir les données compressées. Si ce n'est pas la même chose, on va sortir les données qu'on avait en entrée. Donc, elles ne seront pas vraiment compressées, c'est vrai, mais au moins, elles seront justes. Et grâce à ce petit truc, donc vous avez compris, qui est le superviseur, qui est quelque chose de très simple à mettre en place, on a une bien meilleure garantie de la correction de notre programme. Et enfin, pour comprendre les bugs, ce qu'il faudrait, c'était, je pense, d'avoir la compréhension de détails les plus bas jusqu'au plus haut niveau d'abstraction. Pour ça, j'ai une petite parenthèse, parce que j'aime bien ce petit jeu. Si vous ne le connaissez pas, NantGame,
C'est un jeu qui permet où on commence avec des portes NAND et on les assemble pour faire des portes plus grosses. Donc c'est vraiment l'archétype de je crée des boîtes qui sont de plus en plus complexes et qui sont des abstractions de boîtes plus simples. Et on commence avec des portes NAND et on finit avec un ordinateur. Voilà un petit peu mon tour de la complexité. Je voulais vous montrer que c'était toujours une affaire de compromis. On ne peut pas rejeter complètement la complexité parce qu'elle vient avec beaucoup de choses qu'on a envie d'avoir. Il faut faire attention à ne pas non plus accepter n'importe quoi en complexité, mais qu'il y a des moyens de pouvoir vivre avec et ainsi d'avoir les bonnes choses qui viennent avec en mitigeant un maximum les problèmes qui viennent avec aussi. Et donc cette histoire de compromis, je trouve que c'est un peu aussi la base du métier de la cybersécurité. Donc cette fois, je fais un pas en arrière pour essayer d'illustrer ça également. Pour moi, on subit de nombreux facteurs de déstabilisation. Ça peut être des menaces, mais ça peut être aussi des opportunités. Par exemple, des choses qui sont les deux comme les technologies quantiques, l'IA, qui sont des menaces, qui sont aussi de nombreuses opportunités, d'autres menaces comme la criminalité, crise climatique, etc. Et tout ça, ça accélère le rythme. C'est vraiment très dur à suivre. Et de l'autre côté, pour lutter, on a des facteurs de stabilisation comme l'anticipation, threat intel, risk management, l'assurance, le légal, souveraineté, standardisation, régulation. Tout ça, ça permet de ralentir le rythme, de stabiliser les choses. Mais on ne peut pas être que d'un côté ou que de l'autre. Dans un cas, c'est complètement instable, on va se casser la figure. Dans l'autre cas, on tombe dans l'immobilisme. Et je pense que c'est exactement ça, la cybersécurité, c'est qu'il faut trouver le compromis, trouver l'équilibre sans rester immobile et être capable à la fois de survivre, d'innover et d'inventer. Voilà, merci. Merci Phil. Est-ce qu'il y a des questions? Pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vais juste dire à tout le monde que vous devez avoir reçu un sondage sur cette édition de STIC. Et donc, s'il vous plaît, répondez pour qu'on puisse, que ce soit encore mieux l'année prochaine. Bonjour, Nicolas. Bonjour Philippe, oui. Très bonne présentation. Est-ce que on peut pas dire que tout ça c'est voué à l'échec finalement? Alors je te vois pas. On est deux, il paraît. Alors oui, c'est effectivement. Mais tu penses que la sécurité est un échec, mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que l'échec est une sécurité. Une autre question? Ah, c'est la course. Non. Ouais, j'avais envie de les faire courir. Merci pour cette présentation. Moi, ça me fait penser à deux choses. Un truc qui vient de la physique, qui est cette notion de la gestion en fait, des imprécisions et des incertitudes qu'on t'apprend un peu en début de cours de physique, tu sais, où si tu en accumules trop, c'est la merde. Et cette réflexion qu'on a sur la théorie du chaos et l'imprévisibilité des systèmes complexes. Et du coup, dans ta présentation, il y a un seul truc dont tu n'as pas parlé, c'est l'organisation. Pardon ? C'est la complexité des organisations. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, j'avais un slide dessus que j'ai pas mis, c'est vrai. L'organisation, ça va être, je vais dire, on ne peut pas arriver à faire quelque chose si on n'a pas une organisation adéquate. Ça a été le cas, par exemple, pour Airbus, où petit à petit, on a dû mettre en place les organisations pour gérer toutes les problématiques de sécurité. Et ça fait partie un petit peu de... ça vient avec les process, ce qui permet de, on va dire, d'ancrer les meilleures pratiques et de toujours retomber sur quelque chose de stable. C'est ce qui va stabiliser les choses. Dans mon dernier slide, c'est ce que j'aurais mis aussi sur la droite. Donc c'est toujours ce compromis. Ça stabilise,
Mais si on ne se repose que sur ça, on finit par être immobile. Donc, de l'autre côté, il faut aussi être capable je vais dire pas de court-circuiter, mais d'avoir toujours ces exceptions possibles et la capacité à faire évoluer ces organisations. Dernière question, ici. Juste une question un petit peu trollesque, mais qu'est-ce que tu penses de système D et est-ce que peut-être il faudrait aussi le réécrire en Rust? Alors là, je cherche mes mots. J'ai mis, je crois, 15 minutes de mercredi matin à rebooter à cause de système D. Je pense que tout est dit. Non, mais effectivement, c'est le problème d'arriver à accumuler des couches d'abstraction sur des couches d'abstraction sur des couches d'abstraction, et on tombe typiquement dans la petite astérisque du théorème fondamental du génie logiciel. Et malheureusement, elle n'a pas trouvé, mais Camille m'a parlé d'une vidéo qui a l'air très intéressante, qui compare le temps d'affichage de cmd.exe sur un Windows 95 et sur un Windows 11, qui sont censés faire à peu près la même chose, mais dans un cas, bon, il y a juste à l'afficher. Dans l'autre cas, on va se retrouver avec toutes les couches, les compositeurs, les machins, le lancement du script Java, je sais pas quoi, ou .NET bidule. Et à la fin, on se rend compte que peut-être on a trop de couches. Et à chaque fois, on construit sur quelque chose, et encore, et encore. Et c'est ça le problème. Et c'est ce qui se passe peut-être avec systemd du coup. Merci Philippe, encore une fois.